Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est entre autres ancien Premier ministre. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Bien sûr, nos pensées ce matin sont dirigées vers les jeunes victimes américaines de l'école primaire au Texas. Une tuerie scolaire, encore une aux États-Unis, 10 ans après celle du Connecticut. Joe Biden, Jean-Pierre Raffarin, appelle à s'attaquer au lobby des armes, mais les présidents passent et ce lobby reste, sans surprise, diriez-vous ? Cette tragédie est particulièrement douloureuse. Comment ce pays qui se veut le plus civilisé n'est pas capable de maîtriser la violence? L'interdiction du port d'armes, c'est la seule issue. Ça nous montre quand même que notre monde, partout, y compris dans les plus grandes démocraties, ce qui menace nos sociétés, c'est la violence. On voit partout la violence se développer. Et c'est quelque chose qui est extraordinairement préoccupant. Dans toutes nos démocraties, il n'y a pas une manifestation qui ne se termine pas par de la violence. Il y a des violences de toutes ces formes. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir dans nos écoles et partout une éducation contre la violence, l'éducation au respect, l'éducation à la protection de l'autre. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser dériver comme ça. C'est bien. Alors là, on est dans une violence de nature pathologique, mais vraiment, je me souviens d'un président qui disait « mon ennemi, c'est la finance ». Moi, je crois que vraiment, l'ennemi aujourd'hui des sociétés, c'est la violence. Il faut apaiser par tous les pays et en tout cas interdire les armes. Comment se fait-il que les États-Unis n'arrivent pas à obtenir cette décision? Interdire les armes, ce message que vous dites ce matin, Jean-Pierre Raffarin, au moment où nous connaissons la guerre et le bruit, le vacarme des armes sur le continent européen. 3 mois quand même de conflit. Où sont les perspectives de paix? Où sont les chercheurs de paix? Sûrement que vous avez lu, Jean-Pierre Raffarin, la tribune édifiante d'Henri Guénaud, qui nous alerte sur le fait que nous marchons comme des somnambules vers la guerre, autrement dit la guerre totale. Il a raison. Non, je ne crois pas qu'il ait raison. Je pense que le risque est réel quand même. Il faut quand même être conscient et lucide. Mais néanmoins, je pense que il y aura quand même des consciences qui s'élèvent un peu partout. Je vois quand même que les choses s'organisent à l'ONU. Je vois quand même qu'il y a une montée de certaines forces qui sont plus tempérées. Je pense à l'Inde, je pense même à la Chine d'une certaine manière. Il y a aujourd'hui dans le monde des gens qui sont conscients des dérives possibles. Mais enfin, il y a quand même quelque chose, et c'est peut-être un peu lié au premier sujet, c'est quand même cette industrie de l'armement qui gouverne beaucoup de nos sociétés. Et quand même, dans cette guerre, il y a beaucoup de malheurs, mais il y a quand même des gagnants. Et les gagnants, ce sont tous ceux qui vendent des armes. Et donc, je pense que là, il faut quand même... C'est rare de l'entendre, ce discours. Mais je pense qu'il faut quand même le mesurer aujourd'hui qu'est-ce qui, aujourd'hui, est le plus prospère dans cette affaire, c'est quand même l'industrie de l'armement américain. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder en face. Je comprends bien qu'il faille se défendre, je comprends bien qu'il faille de la dissuasion, je comprends bien qu'il fasse des armées, bien sûr. Mais en tout cas, il faut faire en sorte que nos gouvernements... politique ne soit pas un gouvernement des armes. Hein. De là à penser que les États-Unis poussent, nous ne le dirons pas évidemment ce matin, Jean-Pierre Raffarin, mais la question se pose quand on voit ce que dit Joe Biden sur le fait qu'il faut défaire désormais Poutine, une défaite russe. C'est pas ce qui était dit au départ par les Européens. Il s'agissait d'aider les Ukrainiens. Là, il s'agit de faire perdre Poutine, c'est ça l'objectif? C'est pas l'objectif, et c'est très difficile de dire cela, parce que nous sommes quand même dans une situation où le risque nucléaire a été exposé. Et dans ces conditions-là, on doit se limiter, non pas à être des acteurs de la guerre, mais à être défenseurs de l'Ukraine. Et nous devons veiller à ce que ce soit les Russes qui choisissent leur régime politique. C'est pas à nous, y compris par les armes, de choisir le régime politique russe. Donc c'est aux Russes de définir leur ligne politique. Ça, c'est dans le Code des relations internationales, c'est un sujet très important. Il faut le réaffirmer aujourd'hui un peu plus. Je réaffirme très clairement que nous sommes aux côtés de l'Ukraine, qui était agressée. Nous défendons l'Ukraine, mais c'est au peuple russe de choisir son propre avenir. Pendant ce temps, Jean-Pierre Raffarin, Joe Biden a réaffirmé la volonté américaine de défendre Taïwan en cas d'attaque chinoise. Les États-Unis se disent prêts, écoutons bien la phrase quand même, à utiliser la force pour défendre Taïwan. Ils ont raison, les Américains, ils jouent avec le feu gravement. Je pense qu'il y a une certaine forme de tension, et j'espère que ce n'est pas lié aux élections américaines, parce que il faut bien voir que
cette position très anti-chinoise est une position aujourd'hui consensuelle entre les républicains et les démocrates. Et donc, ce voyage du président Biden en Extrême-Orient, au Japon notamment, est quand même quelque chose qui est assez préoccupant, parce que nous avons besoin que la Chine et que beaucoup de grandes puissances de l'Orient fassent pression sur Poutine pour aller au cessez-le-feu. Et donc, il faut faire attention à ne pas multiplier les zones de tension. Alors, je comprends bien que la tension entre les États-Unis et la Chine soit vivace, mais vous savez, Kissinger disait toujours, il ne faut pas mettre dans un même seau les intérêts de la Russie et les intérêts de la Chine. Il faut toujours un peu viser les deux si on veut avoir une certaine cohérence. C'était la logique Kissinger. Et cette logique-là, je crois qu'il faut peut-être y revenir et faire attention à ce qu'on ne crée pas un bloc qui soit un bloc qui, vis-à-vis de la stratégie d'avenir, se positionne contre l'Occident. Vous citez Kissinger, on peut citer aussi le professeur singapourien Kishore Mahbubani, qui affirme, Jean-Pierre Raffarin, que la Chine finira par gagner s'il y a une confrontation. Cette confrontation, elle est d'ailleurs théorisée, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide, qui pourrait se refermer sur nous. C'est-à-dire, pendant qu'on regarde ce qui se passe en Ukraine, confrontation Chine, États-Unis, c'est peut-être ce qui est en jeu en ce moment. Je pense que le piège du Thucydide, c'est-à-dire le numéro 1 qui n'accepte pas la montée du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. Ce qu'on a connu entre Athènes et Sparte, entre Rome et Carthage, ce sont des choses que nous connaissons dans l'histoire. Donc cette tension-là, c'est ce qui gouverne le monde actuellement. La gouvernance mondiale, elle est fondée sur cette tension entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial. Donc il faut faire très attention, en effet, aux conséquences de tout cela. Mais aujourd'hui, l'essentiel, essayer d'obtenir le cessez-le-feu en Ukraine, et donc il faut faire pression sur tous les pays pour essayer d'apaiser cette situation et de sortir de cette crise. Et donc tout ce qui crée de nouvelles tensions complique la situation. Tout ça est lié, la situation en Ukraine est liée à notre pouvoir d'achat, à ce qui se passe aussi évidemment en France notamment. On y revient, Jean-Pierre Raffarin, par la porte de la réforme des retraites. Bon, elle ne va pas se faire. Vous êtes ancien Premier ministre, vous savez très bien, Monsieur Raffarin, que si elle ne se fait pas au début avec le souffle d'une élection, d'une réélection, c'est très difficile après. C'est difficile, mais bon, disons que d'abord, la Première ministre a cette expérience sociale. Elle a été à la RATP, elle a été au ministère du Travail, et une réforme des retraites, c'est avec les partenaires sociaux que ça se négocie. Elle sait faire ça, donc elle a, ça, je crois, cette aptitude, et c'est sans doute un des atouts de sa nomination. Donc, moi, je reste optimiste. Je pense qu'il faudra quand même la faire dans la première partie du quinquennat, car en effet, dans la seconde partie du quinquennat, ce qui détermine, c'est la prochaine élection. Et au fond, on l'a bien vu, dans un quinquennat, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, le quinquennat bascule. Ce n'est plus les promesses du président qui gouvernent la politique, ce sont les prochaines élections. Et donc, c'est dans les 3 ans qui viennent qu'il faut faire cette réforme. Bon, mais vous êtes un acteur et un observateur politique tellement averti que vous voyez que quand il y a tant de tergiversations, c'est qu'on a repoussé la réforme des retraites un peu plus loin. Je crois qu'on ne peut pas le dire. Pour le moment, visiblement, le président attend les élections législatives, et il a raison de cela, parce qu'il a besoin d'une majorité. Il ne faudrait pas ajouter le désordre à la crise. N'ajoutons pas du désordre, de la pagaille. Comme disait M. Cazeneuve hier soir dans un meeting, n'ajoutons pas du vacarme. Il faut aujourd'hui, au contraire, dans cette crise, qu'on ait du sang-froid pour préparer les réformes très importantes, parce que notre pays a besoin de réformes. On ne peut pas continuer comme ça. Si nous continuons les logiques qui sont en place depuis l'an 2000, nous avons l'extrémisme de droite ou de gauche au pouvoir le prochain coup. Mais Jean-Pierre Raffarin, beaucoup disent que c'est Emmanuel Macron qui veut ces extrêmes. N'a-t-il pas tout fait en cassant la droite et la gauche pour avoir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Non, alors ça, je ne le crois pas du tout. Qu'est-ce qui a cassé la droite? C'est les primaires. On a cassé, on a décapité la droite. Vous avez tous aidé un peu quand même. Mais franchement, c'est pas Macron qui a fait que Juppé, Fillon et Sarkozy se sont battus dans une primaire et qu'on a décapité la droite. Et c'est pas Macron qui a créé Éric Ciotti tout en désignant Valérie Pécresse. La politique de débauchage, les transfuges. On a désigné la candidate et on lui a mis le problème en face. Donc c'est quand même... Et l'échec du Parti Socialiste, c'est pas Macron. Donc il faut arrêter ça. Ce sont les grands partis de gouvernement qui se sont enfermés dans des systèmes, et notamment ce système de primaire qui est mortifère, et qui se sont auto-détruits. Donc on accuse Macron de tout. C'est vrai qu'il s'expose trop. Et en s'exposant trop, naturellement, il est responsable de tout. C'est-à-dire il s'expose trop. Il préside, il gouverne, il fait tout. Et voilà, il fait beaucoup de choses. Donc je pense qu'un président, dans les époques modernes,
il faut le protéger et que ça doit être protégé par son parti politique. On n'entend pas beaucoup le parti politique aujourd'hui. C'est protégé par le Parlement. Alors pour le moment, naturellement, ça peut pas être le cas parce que le Parlement est en désignation, mais il faut que les choses se passent aussi au Parlement. Il faut être protégé par la démocratie sociale, par la démocratie territoriale. Je crois qu'il faut multiplier les lieux de délibération dans la société. S'il n'y a pas de délibération dans la société, après, la délibération, elle vient dans la rue et on voit la montée de la violence. Quand la violence avance, c'est que la politique recule. Il faut remettre de la politique dans le pays. Il faut remettre des débats au Parlement, il faut remettre des débats dans la décentralisation, il faut remettre des débats sur le plan social. Mais qui ne le veut pas? Pourquoi en ce moment on est en train de vivre une sorte d'atmosphère de société un peu gazeuse? Il n'y a pas de débat si ce n'est pour parler d'affaires et de polémiques, monsieur Raffarin. La faute à qui en ce moment? Eh bien, écoutez, c'est une évolution de la société. Peut-être que les politiques ont des responsabilités, bien sûr, mais les médias aussi, et l'ensemble des forces sociales ont des responsabilités. C'est une dérive de la société. Il faut reprendre un peu notre sang-froid et revenir à une logique qui est au fond, la politique a été inventée pour qu'on puisse vivre ensemble, qu'il y ait des règles pour pas qu'on se batte, pour faire en sorte que tout ça soit une civilisation coordonnée, faisant en sorte qu'il y ait des débats. Et pour avoir des débats, il faut un Parlement responsable. Par exemple, je crois que le fait que le quinquennat lie l'élection présidentielle et l'élection législative ne sert pas la crédibilité du Parlement. Donc moi, je pense qu'il faut, au milieu d'un quinquennat, avoir des élections législatives avec une légitimité populaire pour les législatives. Donc il faut aller au-delà de la proportionnelle. Oh, il faut aller bien au-delà de la proportionnelle. Mais le président a dit, ce quinquennat ne peut pas être un quinquennat de continuité. Si c'est la continuité, c'est l'extrémiste qui est au pouvoir la prochaine élection. Donc il faut modifier les choses. Donc c'est un gouvernement qu'il nous faut de mission et c'est un quinquennat de réforme, et notamment de réforme de notre démocratie. Et ce que je dis pour la France, d'ailleurs, est vrai pour les États-Unis, est vrai pour les démocraties aujourd'hui, sont extrêmement fragiles. Ce qui permet au régime autoritaire d'avancer, ce qui n'est pas bon pour l'équilibre du monde. Restons dans notre démocratie avec quelqu'un qui veut quand même un peu bousculer les choses, parce que lui, il s'y voit déjà. Il pense que déjà, quelqu'un lui a chauffé la place, c'est Madame Borne, Jean-Luc Mélenchon. Que vous inspire la perspective d'un Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre 20 ans, je crois, après vous, Jean-Pierre Raffarin. D'ailleurs, c'est presque un anniversaire. Et ça fait 20 ans. J'étais avec les membres de mon cabinet il y a 20 ans pour se souvenir de cette expérience de gravité, mais aussi de service de la France. Je peux en dire que Jean-Luc Mélenchon, d'abord, j'apprécie pas beaucoup qu'il ne soit pas candidat aux législatives. Quand on veut être le chef de la majorité parlementaire, vaut mieux être parlementaire. Pour un Premier ministre, c'est utile, et je trouve que Madame Borne est courageuse d'aller aux élections, parce qu'avec tout le travail qu'elle a, aller en plus se battre sur le terrain, c'est courageux. Je trouve que la fuite, de ce point de vue-là, démocratique de M. Mélenchon n'est pas très heureuse. Pour le reste, je vous dis, il y a beaucoup de vacarme, beaucoup de provocations, et donc ce gimmick qui est en fait une arnaque sur élisons le Premier ministre. Une arnaque, oui. Élisons le Premier ministre. Le Premier ministre, il est nommé par le Président, et il sera désigné en fonction des résultats des législatives, et le Président aura le choix, en fonction des uns et des autres, de proposer plusieurs noms. Donc tout ceci reste très ouvert. Donc j'ai l'impression que M. Mélenchon vend un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne parle un pimpin, diraient certains. Jean-Pierre Raffarin, le gouvernement, il faut bien le dire, commence avec une épreuve, en tous les cas une affaire autour de Damien Abad. Très clairement, est-ce qu'il y a une règle qui s'applique aux ministres soupçonnés ou bien mis en examen? On se souvient que vous, Premier ministre, vous aviez abandonné la fameuse jurisprudence Bérégovoy-Balladur, selon laquelle, je le précise à nos auditeurs, une mise en cause dans une affaire équivaut à démission. Et aujourd'hui, est-ce que Damien Abad peut rester? Moi, je crois qu'il faut une règle de droit, parce qu'on ne peut pas avoir des règles qui relèveraient d'une justice politique ou d'une justice médiatique. Donc, il faut une règle de droit. Donc, pour le moment, la règle de droit, c'est la présomption d'innocence. C'est la procédure de justice. Donc, tant qu'il n'y a pas procédure de justice, il ne faut pas démissionner. Parce que ça veut dire autrement que sur tout responsable, vous pouvez monter n'importe quelle opération et qu'il suffit d'une opération de manipulation. Je ne dis pas que l'opération soit de manipulation. Et je ne dis pas que les faits ne sont pas graves. Au contraire, les faits seraient très graves s'ils étaient avérés. Mais tant qu'on n'a pas la vérité, il faut être très très prudent, parce que imaginons l'innocence des personnes accusées, il n'y a rien de plus cruel que d'être accusé de terribles crimes de cette nature quand on est innocent. Mais imaginons. C'est vrai que quand Abad dit un innocent ne doit pas démissionner, ça doit faire réfléchir, parce que si notre société conduit aux innocents à démissionner, c'est quelque chose qui est quand même assez préoccupant. Mais imaginons, Jean-Pierre Raffarin, 20 ans en arrière, vous êtes Premier ministre, vous recevez un signalement, même s'il y a eu un dossier qui a été une affaire classée sans suite. Vous prenez ce ministre? Hier, à ce micro, pardonnez-moi, Xavier Bertrand a affirmé que l'exécutif savait pour Damien Abad. Ça, je ne peux pas dire ça, je ne sais pas, vous aviez cette information, moi je ne l'ai pas.
Et en tout cas, je ne veux pas me reporter dans des situations passées, si vous voulez. Il y a des contextes, donc il y a 20 ans, le contexte était complètement différent d'aujourd'hui, donc on ne peut pas faire de parallèle. Dans la situation d'aujourd'hui, moi, je ne vois pas d'autre solution qu'une règle de justice. Et donc, il faut un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Si on veut aller contre la violence, il faut défendre le droit. Et donc, il faut trouver peut-être une nouvelle loi, il faut peut-être trouver des règles, mais il faut trouver des règles. Si on n'a pas de règles, c'est la violence. Et donc, l'ennemi, c'est la violence. Donc, ayons des règles de droit. Et donc, travaillons, mettons un groupe de juristes sur ce sujet, et trouvons quelque chose qui puisse donner au pouvoir politique une règle de droit. Parce que c'est pas de l'appréciation politique, médiatique, conjoncturelle, c'est vraiment une question de vérité. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans un déficit de règles de droit sur ce sujet. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous. Bonne journée à tous.